Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Question. Quelle est la plus grande statue au monde? Réponse. Le Sphinx de Gizeh. Rien que pour cette particularité, cela mériterait que l'on s'attarde un peu sur lui. Le grand Sphinx de Gizeh est en effet la sculpture antique de tous les superlatifs. La plus grande, la plus mystérieuse, la plus photographiée, la plus représentative de l'Égypte antique. Mais est-elle la plus ancienne? Là, on soulève une question qui va nous amener à devoir analyser non seulement la statue en elle-même, mais également son environnement direct et l'histoire de ce lieu. Reprenons tout d'abord les grandes lignes de description de ce monument antique. Le Sphinx de Gizeh se situe, comme son nom l'indique, à Gizeh, donc en Égypte, sur le même plateau que les grandes pyramides. Comme dit précédemment, le Sphinx est la plus grande sculpture monolithique du monde, mesurant 73 mètres de long, 20 mètres de haut pour 14 mètres de large, et son poids est estimé à environ 20 000 tonnes, ce qui fait quand même un beau bébé. C'est une sculpture monolithique, ce qui signifie qu'il a été taillé dans un seul bloc de roche, en l'occurrence du calcaire. Le Sphinx n'est donc pas une construction, un assemblage de plusieurs petits blocs, mais bel et bien une sculpture, directement taillée dans la roche. Concernant son apparence, si le temps a bien évidemment fait son œuvre et quand même bien endommagé les lignes extérieures, on peut clairement y voir le corps d'un lion avec une tête d'homme. Le Sphinx est allongé sur le ventre, pattes avant, en avant, en position de gardien allongé, et la tête bien redressée, fixant l'horizon. On notera une certaine incohérence de réalisation quant aux proportions de l'assemblage lion-humain, puisque la tête d'homme, en l'occurrence celle d'un pharaon, paraît en effet minuscule face à la taille de la partie animale de la statue. Nous avons donc un lion majestueux, mais avec une tête humaine minuscule. On notera également une différence significative dans l'érosion de ces deux parties. En effet, le corps lionesque du Sphinx, oui je sais, le terme lionesque n'existe pas, mais je le trouvais plutôt sympa, alors je vais l'introduire, on sait jamais. Bref, cette partie possède des signes d'érosion verticaux, caractéristiques d'un ruissellement, tandis que la partie pharaonique de la statue nous offre des lignes d'érosion horizontales, attestant d'une érosion par le vent, en l'occurrence ici, celui du désert, très destructeur pour les monuments compte tenu du sable transporté, qui vient alors littéralement poncer la pierre. Nous avons donc sur une seule et même statue non seulement deux parties distinctes qui ne semblent pas vraiment proportionnées, mais surtout deux types d'érosion clairement différentes. Une partie de l'explication peut être apportée par l'histoire et la localisation géographique de ce monument. En effet, situé aux portes du désert, le Sphinx fut à de nombreuses reprises, et sur des échelles de temps parfois très longues, littéralement ensablé, recouvert par un manteau de sable ne laissant apparaître à la surface que sa tête. Ce faisant, le corps lionesque du Sphinx, ouais je l'utilise encore ce terme, j'aime bien en fait, put être protégé des ravages du vent, ce qui ne fut malheureusement pas le cas de la tête qui, elle, émergeant à la surface, fut marquée par les caresses du vent, tandis que le reste de la statue était protégé, enfoui sous le sable. Ceci pourrait donc expliquer les deux types distincts d'érosion de la statue.
Si tel est le cas, cela signifie donc que les marques laissées sur le corps du sphinx sont antérieures, puisqu'elles n'ont pas été soumises à l'érosion éolienne comme la tête du monument. Mais au fait, quel âge a le sphinx ? D'après l'égyptologie moderne, la datation officielle admise quant à la réalisation de ce monument est de 2500 ans avant Jésus-Christ, lors de la 4e dynastie égyptienne, sous le règne du fils de Khéops. Ce cher sphinx aurait donc aujourd'hui près de 4500 ans, c'est pas tout jeune. Sauf qu'il serait bien possible qu'il soit bien plus ancien. Mais vraiment bien plus ancien. Gaston Maspero, égyptologue français et second directeur du musée égyptien du Caire, nous indique en 1886 que la 13e ligne de la stèle du Sphinx comporte des informations sur des fouilles menées par le roi égyptien Képhren sur le grand Sphinx de Gizeh. La fin du règne de Képhren est estimée à 2480 avant Jésus-Christ, soit environ l'âge supposé de la réalisation du Sphinx. Nous pouvons donc en déduire deux choses. Premièrement, que, visiblement, le sphinx était déjà ensablé il y a 2500 ans, et à moins que les constructeurs soient des experts en réalisation sous-sablonneuse, la vraie construction de ce monument doit, en toute logique, être déjà antérieure à cette date. Deuxièmement, si ce lieu était déjà soumis à un ensablement il y a 2500 ans, on peut douter que des personnes suffisamment compétentes pour concevoir et réaliser la plus grande sculpture monolithique du monde aient délibérément choisi un lieu qui nécessiterait un entretien permanent et des contraintes aussi importantes. Donc, si on se limite juste aux informations factuelles sur ce monument, sa date de réalisation est déjà quelque peu douteuse, puisque nous aurions le pharaon Képhren qui aurait lancé des fouilles autour du sphinx pendant sa création, ou juste après, laquelle aurait été faite sous un climat d'ensablement permanent. De toute évidence, le sphinx de Gizeh était bel et bien présent sous le règne du roi Képhren, et de plus le site était déjà ensablé. Il semblerait donc que sa réalisation soit bien plus ancienne que les 2500 ans avant Jésus-Christ que nous lui accordons aujourd'hui. Si on considère le manque évident de proportion entre la tête humaine et le corps du lion, on peut logiquement supposer que la tête du pharaon que nous connaissons aujourd'hui fut retaillée bien après la réalisation initiale. Étant donné qu'il s'agit de la partie du sphinx restant quoi qu'il arrive comme émergente, y compris durant les plus grandes périodes d'ensablement du site, un roi à l'ego démesuré aurait parfaitement pu décider de faire sculpter son visage sur la tête originale de ce monument. Au vu des différents points ayant été mentionnés, proportion, érosion et ensablement du site, il paraît plus que possible que le visage actuel du sphinx ne soit pas celui qui fut réalisé lors de la création de ce monument. Les indices sur son âge réel ne pourront donc pas provenir de l'analyse de la tête humaine du sphinx, mais bel et bien de son corps, la partie lionesque donc. Comme l'a fait remarquer John Anthony West, le corps du sphinx est marqué par des signes d'érosion verticaux, significatifs d'un ruissellement, indiquant que ces pierres ont été lavées par l'eau durant une période suffisamment longue pour y laisser ses marques. Cette forme d'érosion ne fut pas altérée par les vents du désert, puisque protégée durant des siècles sous le sable. Ce type d'érosion n'est pas uniquement visible sur le corps du sphinx, mais également sur l'intégralité de son enceinte. La plus grande sculpture monolithique de la planète se trouve donc ancrée dans une fosse, et les bordures de cette fosse, où fut directement taillé le sphinx, sont marquées par le même type d'érosion verticale, liée à l'eau. Alors, si on admet facilement que le vent du désert, chargé de sable, peut agir comme du papier de verre et puisse littéralement poncer la pierre, imaginez des trompes d'eau s'abattant sur cette région, suffisamment longtemps pour marquer la roche, cela est déjà un peu plus compliqué. Les différents papyrus de l'Égypte antique ne font en effet aucune mention de précipitations suffisamment longues et intenses qui auraient pu engendrer ce type d'érosion. Et tout semble démontrer que les dynasties égyptiennes ont toujours régné dans cette région sous un climat désertique.
Si tel est vraiment le cas, alors cela signifierait que la réalisation du Sphinx est antérieure à cette période aride, et remonterait à un moment de l'histoire où le climat aurait pu être plus humide. D'après la revue de l'Association française pour l'étude du Quaternaire, qui a étudié l'évolution du climat pendant l'Égypte ancienne, le nord-est du continent africain aurait connu un changement climatique appelé fin de la période humide africaine. Ce bouleversement climatique se serait traduit par un déclin des précipitations et une hausse des températures amenant cette région vers un climat aride entre 3000 et 4000 ans avant Jésus-Christ. La modification du climat, des précipitations et l'aridification de cette région du monde obligea les populations locales à se concentrer autour de la vallée du Nil, donnant ainsi naissance à la civilisation égyptienne. Donc, si la réalisation du Sphinx de Gizeh est antérieure à la période aride de cette région, cela signifierait qu'il date au minimum de 4000 ans avant Jésus-Christ, soit 1500 ans plus tôt que son âge supposé, et donc bien avant les premières dynasties égyptiennes, puisque Ménès, le premier roi de l'Égypte unifiée, régna 3150 ans avant Jésus-Christ. Cela pourrait expliquer pourquoi la tête du lion originelle fut resculptée pour lui donner l'apparence d'un pharaon, lui donnant au passage un léger problème de proportion. Mais pour réussir à marquer la pierre, même tendre comme du calcaire, cela nécessite de grandes quantités d'eau et durant une période suffisamment longue. Il ne s'agit pas ici d'une petite averse ou d'un orage un peu violent, mais bien de trompes d'eau s'abattant sur cette région et ruisselant jusqu'à laisser son empreinte dans la roche. D'après le géo-archéologue Fekri Hassan du département d'anthropologie de l'université de Washington, l'Égypte a connu un immense bouleversement climatique à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a un peu plus de 12 000 ans. Ces modifications majeures du climat auraient entraîné d'énormes précipitations et des inondations sur l'ensemble de la vallée du Nil. Et c'est suite à ce bouleversement que le climat local s'est aridifié durant les millénaires qui suivirent, pour devenir celui que les grands pharaons d'Égypte et nous-mêmes connaissons. Outre ce phénomène de pluie diluvienne dans cette région, nous n'avons aucune trace d'un événement qui aurait permis de marquer de son empreinte les roches du Sphinx et de son enceinte, ce qui laisserait donc penser que cette chère sculpture lionesque est alors bien plus ancienne que ce que l'on pense. Si tout ceci peut laisser supposer que la réalisation du Sphinx est clairement antérieure à la civilisation égyptienne, cela ne nous donne pas plus d'informations sur son âge exact. L'une des hypothèses les plus intéressantes sur ce sujet est certainement celle de l'horloge astrologique. Eh oui, une horloge. Alors, je sais, une horloge de 70 mètres pour 20 000 tonnes, ça fait déjà de la belle horloge. Mais là, je vous parle d'une horloge astrologique, le genre de chose qui permet de marquer les ères zodiacales et qui mesure une échelle de temps de l'ordre de 26 000 ans. Pour une telle démesure temporelle, il fallait bien une horloge de ce type, non ? Plus sérieusement, et pour simplifier très grossièrement, disons que si nous, à l'échelle de notre planète, nous décomposons notre journée en 24 heures ou une année en 12 mois par exemple, notre planète possède elle aussi sa propre horloge en rapport avec la galaxie. Il s'agit de la précession des équinoxes. Il faut savoir que l'axe de rotation de la Terre n'est pas fixe, mais qu'il oscille très légèrement, à l'image d'une toupie avant qu'elle ne s'arrête. Ce mouvement extrêmement lent fait un tour complet en un peu moins de 26 000 ans, et durant cette période, le point vernal de la Terre traverse tour à tour les 12 constellations du zodiaque. Si nous voulions résumer très grossièrement, nous pourrions dire que notre planète a une horloge galactique de 26 000 ans, divisée en 12 ères zodiacales, correspondant aux 12 maisons des signes du zodiaque, et durant chacune 2160 ans. Alors, non les gars, là encore, a priori, il n'y a pas de rapport direct avec Senseiya et les Chevaliers d'Or. C'est sérieux là. D'après ce calendrier astrologique, nous sommes aujourd'hui dans l'ère des Poissons,
à la toute fin de cette ère, soit dit en passant, qui débuta en l'an 0 avec la naissance d'un certain Jésus-Christ. Suivant ce principe, en 2160, la Terre passera donc dans l'ère des Verseaux pour une durée de 2160 années. Et à l'inverse, avant la naissance de Jésus-Christ, nous étions dans l'ère du Bélier depuis moins 2160. Et encore avant, dans celle du Taureau qui remonte jusqu'en moins 4320. Analysons maintenant les différents points qui permettraient d'étayer l'hypothèse selon laquelle le Sphinx serait une horloge astrologique. S'il est quasi avéré que le corps du Sphinx est celui d'un lion et que la sculpture originelle était intégralement celle d'un lion, y compris la tête, on peut bien évidemment faire le rapprochement avec la constellation et le signe zodiacal qui s'y rapportent. Un fait troublant vient d'ailleurs appuyer ceci. Le Sphinx possède au centre de son torse une bosse, une sorte d'excroissance sphérique, placée sous le cou au centre des pattes avant. Cette bosse est appelée depuis des siècles par les peuples locaux Al-Kalb al-Assad, ce qui signifie littéralement le cœur du lion. Si ce terme n'a rien de bien étrange puisque cette bosse est effectivement située à l'emplacement biologique du cœur de l'animal, ce qui devient intéressant, c'est que ce terme désigne également ce que les Occidentaux connaissent sous le nom de Régulus, qui s'avère être l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, dont le positionnement dans le ciel la rend visible de toutes les zones habitées de la planète. Nous avons donc deux liens permettant d'appuyer la symbolique du lion, ainsi que le rapport à la constellation du zodiaque qui s'y rapporte. De plus, la position du Sphinx, allongé, patte en avant et tête droite, correspond exactement à la représentation de la constellation du lion dans le ciel. Il est donc fort probable que cette sculpture soit non seulement la représentation terrestre de la constellation du lion, mais également l'aiguille d'une horloge astrologique planétaire. Et comme toute aiguille doit se placer au centre de son horloge afin de pouvoir effectuer la rotation du cadran pour indiquer les différentes heures, le Sphinx se trouve sur le plateau de Gizeh, qui, comme l'a démontré Charles Piazzi-Smith, astronome à la cour d'Écosse, s'avère être le centre des terres émergées de la planète. Tout ceci est bien joli, me direz-vous, mais quel est le rapport avec l'âge du Sphinx? Eh bien, c'est très simple. Si les constructeurs de ce monument l'ont réalisé comme étant en corrélation directe avec la constellation du Lion, il serait donc plus que logique que cela désigne également l'ère astrologique durant laquelle il fut construit. Si tel est le cas, il nous suffit alors de remonter le temps pour découvrir la période astrologique correspondant à l'ère du Lion. Partons de l'an 0 comme étant la fin de l'ère du Bélier et le début de l'ère des Poissons, et remontons les âges par cycle de 2160 années, l'ère du Taureau remonte donc à moins 4320, celle des Gémeaux jusqu'en moins 6480, puis celle du Cancer jusqu'en moins 8640, et enfin l'ère du Lion, qui débute en moins 10800 pour s'achever en moins 8640 avant Jésus-Christ. Nous avons donc enfin la période supposée, d'après cette hypothèse, durant laquelle le grand sphinx de Gizeh fut réalisé. En prenant la moyenne de l'ère astrologique du Lion comme date de réalisation, on peut donc en déduire que la plus grande sculpture monolithique de la planète fut réalisée en moins 9700 avant Jésus-Christ, soit il y a environ 12 000 ans. Cette date de réalisation corrobore les datations climatiques ayant permis d'infliger au sphinx, tout comme à son enceinte, les marques d'érosion verticale liées au ruissellement de l'eau durant une longue période. Le sphinx aurait donc été sculpté à la fin de la dernière ère glaciaire, sur un plateau rocheux situé au centre des terres émergées, ou plutôt au centre des nouvelles terres émergées, si on fait référence à une autre vidéo de cette chaîne. Le tout pour indiquer le déplacement astral des constellations du zodiaque autour de la Terre et la précession des équinoxes, faisant de lui une horloge astrologique planétaire, construite il y a près de 12 000 ans. En attendant que toute la vérité soit enfin faite sur ce mystérieux monument antique, une chose est sûre. À l'image des mythes de la Grèce antique, le grand sphinx de Gizeh est encore aujourd'hui une véritable énigme de l'histoire.